Il existe un aliment que 4000 ans de civilisation asiatique ont traité comme une infrastructure, aussi fondamentale que le riz, aussi ordinaire que le sel. Un aliment qui fabrique sa propre vitamine C à partir de rien d'autre que de l'eau et de l'obscurité. Il se multiplie par 8 en 4 jours. Il coûte 2 $ et remplace 28 $ de produits d'épicerie. La moitié du monde en mange quotidiennement. On n'a jamais appris à l'autre moitié qu'il existait. Une industrie des suppléments de 57 milliards de dollars vous vend la même molécule sous forme de pilule. Ils n'ont jamais mentionné que vous pourriez le cultiver dans un bocal en verre. L'archive s'ouvre en 1943 à l'Université Cornell, dans le bureau d'un professeur de nutrition qui vient d'écrire la petite annonce classée, la plus dangereuse de l'histoire de l'alimentation. Son nom était Clive Mayne Mackay. Né en 1898, décédé en 1967. Professeur de nutrition et d'élevage à Cornell. Et en avril 1943, un homme avec un problème de temps de guerre. L'Amérique rationnait la viande, rationnait le beurre, rationnait le sucre et les conserves. Et Mackay croyait que la réponse se trouvait dans un sac de graines que presque personne dans le monde occidental n'avait pensé à ouvrir. Il a publié ce qu'il appelait une annonce recherchée. Pas dans les petites annonces, dans un appel scientifique qui ferait écho pendant des décennies et serait ensuite totalement oublié. Recherché, écrivit Mackay, un légume qui poussera dans n'importe quel climat, qui rivalisera avec la viande en valeur nutritive, qui arrivera à maturité en 3 à 5 jours, qui pourra être planté n'importe quel jour de l'année, qui ne nécessitera ni terre ni soleil, qui rivalisera avec les tomates en vitamine C. Chaque critère pointait vers la même réponse. Pas un légume cultivé dans une serre, pas une culture conçue par l'industrie, une pousse, plus précisément, la pousse de haricots mongo. Une technologie si ancienne qu'elle précède l'histoire chinoise écrite. Apportée dans un laboratoire de Cornell par un doctorant tenant 4000 ans de savoir asiatique entre ses mains, Mackay ne s'est pas arrêté au laboratoire. Le gouverneur Thomas Dewey l'a nommé à la Commission alimentaire d'urgence de l'État de New York et Mackay a transformé cette plateforme en une campagne. Son équipe a organisé 250 dîners communautaires au soja. 7500 personnes y ont assisté. Ils ont appris à 35 000 Américains à utiliser le soja. Ils ont imprimé des recettes et les ont distribuées à 300 000 citoyens. Et dans le laboratoire, l'équipe de Mackay a documenté la transformation. Une augmentation de 300% de la vitamine A et une augmentation de 5 cents à 6 cents% de la vitamine C dans les graines germées par rapport aux graines non germées. En juillet 1943, Mackay quitta Cornell pour la marine des États-Unis à Bethesda, dans le Maryland. L'effort de guerre l'absorba, mais la connaissance qu'il avait tenté de planter dans les cuisines américaines n'avait plus personne pour l'arroser. La commission alimentaire d'urgence fut dissoute. La génération du baby-boom n'a jamais appris. Dans les années 1950, les aliments de commodité avaient remplacé l'autosuffisance. Et l'une des méthodes de production alimentaire les plus efficaces jamais documentées disparut discrètement de la vie américaine. Mackay est décédé en 1967. Son héritage sur la germination est mort avant lui. Ce qui a survécu était son autre découverte, celle qui l'a rendu immortel dans un domaine différent. En 1935, Mackay avait publié la première démonstration que la restriction calorique prolonge la durée de vie. Un article fondateur dans la science de la gérontologie. Le monde s'est souvenu de cela. Il a oublié les graines. Mais le monde n'a pas oublié partout. En 1578, dans un cabinet d'études entouré de spécimens botaniques pressés et d'illustrations dessinées à la main, un médecin chinois nommé Li Dian a achevé l'œuvre qui avait consumé 27 ans de sa vie.
Le Bankao Gongmu compte 52 volumes avec 1892 médicaments répertoriés avec une précision que la pharmacologie occidentale n'égalerait pas avant des siècles. Parmi ces entrées figurait le haricot mongo, le haricot vert. Li Zihan a documenté ses propriétés avec une clarté clinique, évacuant la chaleur et les toxines, traitant les anthrax et les oreillons, agissant comme antidote à l'aconie et à l'empoisonnement au plomb, et soulageant la léthargie écrasante de la maladie due à la chaleur estivale. Dosage standard, 15 à 30 grammes en décoction. Il n'était pas le premier à le consigner. Il s'appuyait sur une lignée qui remontait à des millénaires. Les auteurs du Caracas Samhita, rédigés environ 300 ans avant l'ère commune, jusqu'à 200 ans après, avaient déjà classé le haricot mongo sous un nom différent. Modga, dans le système ayurvédique. Muda était tradique, équilibrant les 3 doshas. La légumineuse la plus facile à digérer, provoquant rarement des flatulences. Le texte le décrivait sobrement doux, astringent, léger, froid, bon pour les yeux, utile en cas de fièvre, adapté à une consommation quotidienne. Il est devenu le cœur du Kitari. L'aliment de purification fondamentale dans la thérapie, Panchakarma. Pas un luxe, mais une base. Et puis, il y a l'histoire que personne n'attend. Dans la Corée du XVe siècle, un fonctionnaire nommé Sin Sukju servait la cour de Joseon. Il était brillant, digne de confiance et finalement traître, trahissant le jeune roi qu'il avait juré de protéger. Sa déloyauté était si infâme, si profondément ressentie que les Coréens eurent besoin d'un mot pour la désigner. Ils en ont trouvé un dans la cuisine. Les pousses de haricots se gâtent rapidement. La loyauté aussi. Apparemment, les Coréens ont nommé les pousses Sukjunaml d'après le traître parce que les deux tournent mal, si l'on détourne le regard trop longtemps. Cette insulte politique vieille de 550 ans est encore prononcée des millions de fois par jour. La plupart des locuteurs n'ont aucune idée qu'ils maudissent un mort chaque fois qu'ils commandent du bon champ. À travers toutes ces cultures, le schéma était identique. En Chine, la soupe de haricots Hemingshaum, Ludutang, était le principal aliment de rafraîchissement estival pour des centaines de millions de personnes. L'amidon de haricots mongo est devenu des nouilles de cellophane, un aliment de base dans le hot pot et le délice de Bouddha. La pâte de haricots monjing fourrait les gâteaux de lune. En Corée, le sukjunamul apparaissait dans pratiquement chaque repas, blanchi, assaisonné d'huile de sésame et d'ail, servi à côté du riz, au Vietnam. Les pousses crues arrivaient sur chaque assiette de pho, inséparable du plat national. En Inde, le mung germé est devenu de la nourriture de Rushat, le pesaratu dosa en Andhra Pradesh, et kachari pour les malades, comme pour ceux qui jeûnent. Au Népal, le peuple Niwir préparait le kwati, une soupe de 9 haricots germés, incluant le mung, pour le festival de Janai Purima. Un plat qui avait soutenu les communautés à travers la famine. Aucune de ces cultures ne traitait les pousses de haricots mongo comme exotiques. Elles étaient une infrastructure aussi fondamentale que le riz, aussi ordinaire que le sel. Les chiffres racontent l'histoire avec une clarté brutale. Certaines parties de l'Asie en consomment 2 kg par personne et par an. Les États-Unis en consomment 29 grammes, soit environ 1 centième. Les pharmacopées anciennes n'avaient pas besoin d'un laboratoire de Cornell pour mesurer la vitamine C. Elles savaient déjà ce que la pousse pouvait faire. Mais ce que Li Xian a documenté en 1578 et ce que le Caracas Samhita a consigné 2000 ans avant lui a pris à la science moderne jusqu'en 2012 pour être enfin mesuré. Le laboratoire se trouvait à l'Université de technologie de Chine du Sud à Guangzhou
Et le chercheur qui a mené l'expérience était Shinbo Guo, travaillant aux côtés de Rui Hailiu à l'Université Cornell, la même institution où Mackay avait mené sa campagne de temps de guerre près de 70 ans plus tôt. Leur question était d'une simplicité trompeuse. Que se passe-t-il réellement au niveau moléculaire lorsqu'une graine de haricot mongo dormante germe? Guo et Lu ont commencé par la base. Ils ont mesuré la teneur en vitamine C dans les haricots mongo séchés. Le résultat était essentiellement indétectable. Une graine sèche posée dans un placard ne contient aucune vitamine C significative. 0. Puis ils ont ajouté de l'eau et ils ont attendu. Au 8e jour de germination, ils ont mesuré à nouveau 285 mg de vitamine C pour 100 g de poids sec. Une augmentation de 24 fois à partir de rien. La graine n'avait pas absorbé de vitamine C de l'air. Elle ne l'avait pas tiré des nutriments du sol parce qu'il n'y avait pas de sol. La graine avait fabriqué de la vitamine C à partir de son propre glucose stocké, molécule par molécule, à travers une voie biochimique qui avait été cartographiée 14 ans plus tôt par 3 chercheurs de l'Université d'Exeter, Glenn Wheeler, Mark Jones et Nicholas Smirnoff, dans un article historique de 1998 publié dans Nature. La voie Smirnoff-Wheeler. 8 étapes enzymatiques. Glucose à l'entrée. Acide L-ascorbique à la sortie. La graine portait le plan et les matières premières depuis le début. Elle avait juste besoin d'eau pour actionner l'interrupteur. Pensez-y de cette façon. La graine est une usine scellée avec les lumières éteintes. L'eau est l'interrupteur d'alimentation. Une fois actionnée, l'usine convertit l'amidon stocké en glucose, achemine ce glucose à travers 8 étapes enzymatiques et produit de la vitamine C. L'usine fonctionne avec son propre carburant dans l'obscurité totale pendant 5 à 8 jours. Mais la vitamine C n'était que le début de ce que Guo et Lu ont trouvé. L'activité antioxydante totale a augmenté de 6 fois par rapport à la graine dormante. Les phénoliques totaux ont augmenté de 4 à 5 fois. Les flavonoïdes totaux ont bondi de 6 à 8 fois. La pousse ne faisait pas que croître. Elle s'armait, inondant ses tissus de composés défensifs à un rythme qui surpassait de loin la graine sèche dans chaque catégorie mesurable. Une étude distincte a confirmé l'ampleur de cette transformation. Dawang et Yingbin He de l'Institut de technologie de Harbin ont mesuré le pouvoir antioxydant de 100 g de pousses de haricots mongo à 1462 mg d'équivalent vitamine C. Une densité de piégeage des radicaux qui rivalise avec les plantes médicinales spécialisées. Il y avait une découverte de plus qui a complètement changé l'équation nutritionnelle. L'acide phytique, le composé qui enferme le fer, le zinc, le calcium et le magnésium dans des complexes indigestes, est la raison pour laquelle les nutritionnistes mettent en garde contre l'absorption des minéraux issus des céréales et des légumineuses, chute de 39 à 75% pendant la germination. Les inhibiteurs de la trypsine diminuent de 17 à 55%. Les minéraux ne restent pas seulement présents, ils deviennent absorbables. La bioaccessibilité du zinc dans les haricots mongo germés atteint 62 à 90%. Un aliment qui crée ses propres vitamines, qui multiplie sa masse par 8, qui coûte 2 $ la livre et produit 14 $ à 28 $ de nourriture fraîche au prix de détail. Un aliment aussi efficace devrait être partout. Alors pourquoi n'a-t-on jamais appris à la plupart des Américains à le cultiver? La réponse n'est pas un complot. C'est quelque chose de plus discret et, à sa manière, de plus efficace. En septembre 1998, la Food and Drug Administration des États-Unis a émis son premier avertissement formel concernant les pousses, conseillant aux enfants, aux femmes enceintes et aux personnes âgées d'éviter les pousses crues de toutes sortes. Pas des pousses spécifiques, pas des pousses de sources spécifiques,
toutes les pousses. Puis est venue la législation. Le 27 novembre 2015, la FDA a publié le 21 CFR. Par 112 la règle sur la sécurité des produits agricoles promulguée en vertu de la loi sur la modernisation de la sécurité alimentaire. La sous-partie M était spécifiquement dédiée aux graines germées. Elle exigeait l'analyse de l'eau d'irrigation usée pour la salmonella et le COLI 057 des protocoles de surveillance environnementale, des normes de traitement des semences et des exigences en matière d'assainissement. Voici le détail qui change tout. Ces réglementations ne s'appliquent qu'aux exploitations commerciales, et non à un individu se tenant dans une cuisine avec un bocal maçon. Aucun État n'a interdit la germination à domicile, mais l'avis de sécurité globale de la FDA ne fait pas cette distinction. Les avertissements sont assez larges pour décourager toute germination. Même si les réglementations elles-mêmes reconnaissent que seules les exploitations commerciales posent un problème réglementaire, le résultat est un effet dissuasif, et non une interdiction. Quelque chose de plus insidieux. Un brouillard de prudence qui s'installe sur une pratique que le gouvernement n'a aucune autorité légale pour interdire et aucune base scientifique pour s'y opposer au niveau domestique. Examinez le registre des épidémies et le schéma devient indéniable. En 1996, à Sakai City, au Japon, environ 9440 et une personne sont tombées malades à cause de pousses de radis blancs produites dans une seule ferme commerciale fournissant les déjeuners scolaires. Un tribunal japonais a plus tard ordonné au gouvernement de payer des dommages-intérêts pour préjudice commercial injustifié parce que l'agent pathogène n'a jamais été isolé des pousses elles-mêmes. En 2011, 50 personnes sont mortes en Allemagne à cause de le COLI 01104H4, dont la trace a été remontée jusqu'à des pousses de fenugrec biologique provenant d'une seule ferme à Ben et Boutel, en Basse-Saxe. Les graines provenaient d'un lot contaminé, importé d'Égypte. Avant que les enquêteurs n'identifient la source, les responsables ont accusé à tort les concombres espagnols, coûtant à l'agriculture espagnole une perte estimée à 200 millions d'euros. Et puis, il y a eu les épidémies chez Jimmy John's en 2008, 2009, 2010, 2012, 2014 et 2018. Chacune d'entre elles a été tracée jusqu'à des fournisseurs commerciaux. La chaîne a définitivement retiré les graines germées de son menu après une lettre d'avertissement de la FDA en février 2020. Entre 1996 et 2020, il y a eu 52 épidémies signalées. Plus de 2700 maladies ont suivi. Dans chaque cas majeur, la contamination a été tracée jusqu'à des lots de semences commerciaux et des installations de culture commerciales, et non des cuisines domestiques. La seule épidémie documentée de germination à domicile en 1973 était liée à un kit de germination commerciale, ce qui signifie que même ce cas remontait à une source commerciale. Ils ont émis un avertissement global en 1998, qui ne fait pas de distinction entre une usine commerciale et un bocal Mason sur votre comptoir de cuisine. Ils ont bâti une industrie des compléments alimentaires de 57 milliards de dollars vendant des pilules de vitamine C, alors qu'un sac de graines à 2 dollars fabrique la même molécule dans votre placard. Ils ont laissé la connaissance mourir après 1945. La commission des aliments d'urgence de McKay a été dissoute. Aucun programme comparable n'a existé depuis. Ils ont créé un système dans lequel la méthode de production alimentaire la plus bon marché et la plus efficace en termes d'espace disponible pour un être humain est inconnue de la plupart des Américains. Non pas parce que quelqu'un l'a interdite, mais parce que personne ne tire profit de son enseignement. Considérez les forces du marché. L'industrie de la salade emballée aux États-Unis génère 6,15 milliards de dollars par an. L'industrie des compléments alimentaires rapporte 57 à 67 milliards de dollars, vendant sous forme de pilules bon nombre des mêmes vitamines et minéraux que les graines germées produisent naturellement pour quelques centimes. Le marché mondial des aliments transformés dépasse les 2,2 billions de dollars.
et la marge de détail sur les graines germées est de 4 à 16 fois supérieure au coût de production à domicile. Un sac de 2 $ de haricots Mongo séchés produit des pousses valant 14 à 28 $ à l'épicerie. Selon votre perspective, c'est soit un échec du marché, soit un succès du marché. Un dernier détail. En octobre 2011, après que l'épidémie allemande de fenugrec a été tracée jusqu'à un lot de semences contaminées spécifiques, l'Autorité européenne de sécurité des aliments a levé son avis contre les graines germées cultivées à domicile. Explicitement, l'EFSA a dit aux citoyens européens qu'ils pouvaient reprendre la germination à domicile parce que le risque avait été identifié et qu'il était d'origine commerciale. La FDA américaine n'a pas fait de distinction comparable. L'Europe a tracé une ligne entre l'usine et la cuisine. L'Amérique ne l'a pas fait. L'homme qui a redécouvert le bocal Mason avait déjà levé 120 millions de dollars en essayant de réinventer le jus. Doug Evans a grandi avec le régime américain standard à New York. Il était graffeur et a abandonné le lycée. Il a rejoint la 82e division aéroportée de l'armée des États-Unis, puis a perdu sa mère d'un cancer et son père d'une maladie cardiaque. Après l'armée, il a cofondé Organic Avenue, des magasins d'aliments biologiques à travers Manhattan, puis a lancé Juicero, un extracteur de jus à froid connecté au Wi-Fi soutenu par certains des investisseurs en capital risque les plus éminents de la Silicon Valley. 120 millions de dollars de financement, une machine à 400 $. Et puis les journalistes de Bloomberg ont démontré que l'on pouvait presser les poches de jus brevetés à la main. La machine était inutile. L'humiliation fut totale. Evans s'est retiré dans le désert de Mojave. Et là, se tenant dans un désert alimentaire, l'ironie ne lui a pas échappé. Il a découvert que la technologie alimentaire la plus simple sur Terre l'attendait depuis toujours. Il a commencé à faire germer des graines, non pas comme un passe-temps, mais comme sa source principale de nourriture. Un sac de graines à 2 $ dans un placard sombre. Pas de Wi-Fi, pas de capital risque, pas de machine à 400 $. Son livre de 2020, The Sprout Book, est devenu un best-seller national. Il a maintenant 198 000 abonnés sur Instagram et a fondé la Sprouting Company. L'homme le plus connecté technologiquement dans la pièce était passé à côté de la technologie la plus simple de toutes. Il n'était pas le premier à construire une vie autour d'elle. Steve Meyerowitz, connu dans le monde entier sous le nom de Sproutman, a passé 20 ans à souffrir d'allergies chroniques, d'asthme, de psoriasis et d'eczéma avant d'adopter un régime d'aliments crus et vivants au milieu des années 1970. Ses symptômes de toujours ont disparu en 2 mois. Le magazine Vegetarian Times lui a donné ce surnom. Il a fondé la Sprout House à New York, une école sans cuisson enseignant le jardinage d'intérieur à 12 étages au-dessus de la rue. Il a écrit 11 livres publiés en 15 langues. Il est apparu sur QVC et a pris 953 commandes en 3 minutes. Sa femme, Beth Robbins, l'a décrit simplement: il vivait comme s'il avait 27 heures par jour. Meyerowitz est mort dans un accident de voiture en septembre 2015. Il avait 65 ans. Ses fils Harry et Noah, âgés de 25 et 16 ans, ont pris la relève en tant que Sprout Brothers. Et puis la pandémie est arrivée, et le monde a rattrapé son retard. George Ball, président de Burpee Seeds, une société fondée en 1876, a décrit la demande de l'ère COVID comme le pic le plus important qu'il ait jamais vu, dépassant à la fois le passage à l'an 2000 et la crise financière de 2008. Baker Creek Heirloom Seeds a signalé des commandes de 500 à 600% supérieures à la normale. L'Université d'État de l'Oregon a rendu son cours de jardinage potager en ligne gratuit et l'annonce sur Facebook a été partagée 21 000 fois. La petite annonce de Mackay de 1943. Un légume ne nécessitant ni terre ni soleil,
avait trouvé son public avec 80 ans de retard. Evans l'a trouvé. Meyerowitz y a consacré sa vie. Mackay a essayé de le donner à 300 000 Américains pendant une guerre mondiale. Maintenant, c'est votre tour. Vous l'avez déjà vu sans savoir ce que vous regardiez. Le haricot séché est petit, de 3 à 4 mm, vert olive. Lisse avec un tégument brillant qui cliquette lorsque vous en versez une poignée dans un bocal. La pousse est d'un ivoire pâle à blanc, translucide, croquante. Un cylindre élancé s'étirant sur 4 à 8 cm à la récolte. Une fine racine blanche traîne en dessous. 2 cotylédons vert pâle siègent au sommet, encore partiellement enfermés dans le tégument qui se fend, cultivés dans l'obscurité. Elle reste blanche par étiolage, car l'absence de lumière empêche la chlorophylle de se former. Expose Tsauzela à la lumière, et elle devient verte et amère. Vous pouvez trouver des haricots mongo séchés dans n'importe quelle épicerie asiatique, dans la plupart des magasins de produits naturels, chez les détaillants en vrac et en ligne. Une livre coûte de 2 à 3 $. Le bio coûte environ 5,50 $. Pour la germination, procurez-vous des semences spécifiquement testées pour les agents pathogènes auprès de fournisseurs comme True Leaf Market, Sproutman, Todd Seeds ou Handy Pantry. Un seau de 25 livres coûte de 30 à 50 $, représentant des centaines de livres de nourriture fraîche potentielle, scellés dans du mylar avec des absorbeurs d'oxygène. Les haricots séchés se conservent 10 ans ou plus. La méthode est ancienne et ne nécessite rien que vous ne possédiez déjà. Utilisez un tiers de tasse de haricots mongo séchés dans un bocal Mason à large ouverture. Couvrez avec de l'étamine ou un couvercle de germination en maille fixé par un élastique. Faites tremper 8 à 12 heures dans de l'eau encore fraîche. Égouttez complètement et inclinez le bocal à un angle de 45 degrés pour la circulation de l'air. Rincez et égouttez 2 à 3 fois par jour avec de l'eau propre. Gardez le bocal dans un endroit sombre à température ambiante, 70 à 80 degrés Fahrenheit. Récoltez en 3 à 5 jours, lorsque les pousses atteignent 1 à 3 pouces. Rincez pour éliminer les téguments détachés et réfrigérez. Elle se conserve 3 à 5 jours. Une note sur la sécurité parce que l'honnêteté vous sert mieux que le battage médiatique. Utilisez des graines spécifiques pour la germination. Rincez abondamment. Gardez votre équipement propre. La FDA conseille aux personnes immunodéprimées, aux jeunes enfants, aux femmes enceintes et aux personnes âgées de cuire les graines germées avant de les manger. Une cuisson légère. Un sauté rapide ou un blanchiment élimine le risque bactérien tout en préservant la majeure partie de la nutrition. Voici ce que vous possédez désormais. Un aliment qui fabrique ses propres vitamines à partir de rien d'autre que de l'eau et du temps, qui multiplie son poids par 8 en 4 jours, qui coûte des centimes, qui ne nécessite ni terre, ni lumière du soleil, ni saison de croissance, ni expertise. 4000 ans d'utilisation continue à travers les populations les plus importantes de la Terre. Absent des cuisines américaines. Non pas parce qu'il a été interdit, mais parce que le système qui vous vend des compléments, des salades emballées et des plats cuisinés n'a aucune raison de vous dire qu'il existe. Un sac à 2 $, un bocal Mason, un placard sombre, 96 heures. Vous n'avez pas besoin d'un jardin. Vous n'avez pas besoin de la lumière du soleil. Vous n'avez pas besoin de permission. Vous avez besoin d'eau et de temps. Mackay a essayé de donner cela à l'Amérique en 1943. La guerre a pris fin et la connaissance a disparu. Cette vidéo est la commission des aliments d'urgence qui n'est jamais revenue. Partagez-la.